Place maintenant à notre première conférence, place à Laurence Bie et Perrine Brodkorn. Merci. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Laurence Bie. Je représente un petit peu la voix des parents dans cette communauté éducative. Je suis donc journaliste. J'ai démarré ma carrière la même année que le lancement du web, c'est-à-dire on a fêté les 25 ans il y a quelques jours. Mon premier papier est sorti, voilà, j'étais en tant que stagiaire, heureusement. Et puis, je suis également mère de famille, j'ai 3 enfants. Et il y a 4 ans, l'iPad de première génération est sorti. J'en avais commandé un pour des raisons strictement professionnelles. Mais il se trouve que le facteur a livré le colis un mercredi. C'était à la maison, donc mes 3 enfants étaient là. À l'époque, ils avaient 6 ans, 5 ans, 3 ans. Donc on a ouvert le colis ensemble. Donc ils ont découvert avec moi cet iPad et je revois encore mon fils qui avait 5 ans à l'époque, qui découvre l'iPad et qui me dit avec des yeux très gourmands, il me dit oh, « Maman, on dirait un gros iPhone ». Et partant de là, je les ai laissés découvrir l'iPad. J'ai vu qu'il y avait un engouement très net pour tout ce qui était écran, tactile. J'ai vu que mes enfants n'étaient pas les seuls, loin de là, à être très attirés par tout ce qui était écran. Et c'est à ce moment-là que les gènes de la journaliste ont muté, en quelque sorte, puisque c'est un peu le thème de la conférence, avec les gènes de la mère de famille. Et ça a donné naissance à un premier site qui s'appelle Parents 3.0. Site où j'observe donc depuis bientôt 4 ans les pratiques numériques familiales. Donc comment les écrans, comment le numérique, en s'installant durablement dans les familles, est en train de changer un petit peu les liens familiaux. À la suite de ces observations, j'ai également créé un deuxième site qui s'appelle Ado 3.0 où j'observe plus précisément les pratiques des ados connectés, qui sont des pratiques bien particulières. Et puis là, plus récemment, en tout début d'année, il me semblait qu'il manquait un chaînon. C'est celui des grands-parents, des seniors, qui ont une place bien particulière dans le numérique et qui sont en train de s'installer sur les réseaux sociaux avec une certaine aisance parce qu'ils ont très envie de communiquer avec leur famille. Voilà, ce site s'appelle Senior 3.0 et si je mentionne ces seniors, c'est parce que justement, effectivement, ils ont une manière d'appréhender le numérique en général et les réseaux sociaux en particulier qui est une manière très décomplexée, beaucoup plus décomplexée que celle des parents. Voilà, les parents ont une approche du numérique très ambiguë, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois très, comment dire, il y a une sorte de crainte du numérique, de crainte des écrans, de crainte de ce qu'on peut faire avec, de crainte de ce que font les enfants par méconnaissance. Et de l'autre côté, quand on leur demande si le numérique représente une opportunité, notamment dans l'éducation, notamment dans l'étude et aussi également professionnellement pour leurs enfants, une grande majorité, les parents répondent oui. Donc, être parent aujourd'hui à l'heure du numérique, c'est assez compliqué. On est effectivement obligé d'inventer des nouvelles pratiques, des nouvelles formes de parentalité. Ça veut dire quoi aujourd'hui encadrer un enfant, accompagner un enfant face à un écran? Et le gros problème des parents aujourd'hui, je pense, c'est qu'ils ne peuvent pas puiser dans leur propre expérience. Ils ne peuvent pas demander à leurs parents « Ah mais au fait, comment tu faisais toi avec moi quand j'étais adolescent avec mon blog ?» Les parents aujourd'hui ne peuvent pas essayer de se souvenir, de se dire « Ah mais oui, au fait, moi quand j'étais ado, je me retrouvais avec mes copains sur Facebook. » Mais comment ça se passe aujourd'hui? Parce que Facebook n'a que 10 ans. L'Internet grand public, c'était en 1996, grosso modo. Donc voilà, un parent aujourd'hui, un parent d'enfants de juniors, ne peut pas puiser dans sa propre expérience. Il est obligé d'observer ce que font ses enfants. Alors ça peut avoir un côté très inquiétant parce que quand on lit un peu la presse, on peut lire des faits divers qui peuvent avoir un côté très anxiogène, très angoissant. On parle effectivement des dangers du net, on parle beaucoup des dangers du net, et on met un petit peu moins en avant toutes les pratiques issues du numérique, et notamment dans l'éducation, qui peuvent être tout à fait bénéfiques.
C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui on a beaucoup parlé effectivement des enfants qui seraient effectivement des mutants, qui sont en tout cas très à l'aise face aux écrans. Les enfants grandissent aujourd'hui dans un univers connecté, c'est durable, c'est fait pour durer, et ils ont finalement la connexion aussi naturelle que nous, l'électricité. Nous, il suffit qu'on appuie sur un interrupteur pour avoir de l'électricité. Un enfant, il suffit qu'il appuie sur un bouton pour être connecté, pour avoir accès à un écran et pour avoir accès à une foule de choses auxquelles nous, parents, n'avions pas accès. Donc les enfants s'emparent de cet univers qui est leur, dans lequel ils grandissent. Nous, parents, n'avons pas de recul pour encadrer ces nouvelles pratiques. On ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop finalement, on en a une pratique professionnelle, mais on en a peut-être moins une approche, on a une approche différente de celle des enfants. Donc comment faire cohabiter nos compétences de parents, entre guillemets, avec cette culture numérique qui est en train de naître? Comment accompagner les enfants? Voilà, la parentalité aujourd'hui à l'heure du numérique, il y a beaucoup de questionnements, il y a encore finalement assez peu de réponses. Il n'y a peut-être pas de réponse toute faite, tout simplement, puisque chaque famille a ses propres valeurs à transmettre, fait ses propres choix par rapport aux écrans. Donc c'est ça aussi qui pose problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Chaque parent doit inventer au quotidien et doit aussi faire avec les compétences de ses enfants. Parce que oui, effectivement, les enfants, très vraisemblablement, développent certaines compétences en se frottant au numérique, en baignant dans cet univers connecté. Et ces compétences font que finalement, on est en droit de se demander si aujourd'hui, les enfants ne sont pas des génies du numérique. Et ça, c'est une question qu'on va poser à Perrine Brodkorn, et qui va nous donner son point de vue sur la question. Oui, merci beaucoup Laurence. Bonjour à tous. J'aurais besoin de mon support PowerPoint, voilà, pour faire ma présentation. Et on va voir. Pour changer l'écran. Je vais me rapprocher encore à l'écran. Donc voilà, vous n'avez plus le plaisir de me voir à l'écran, mais vous voyez ma présentation, c'est très bien aussi. Vous avez eu le loisir de me voir juste avant. Donc maintenant, vous avez ma douce voix avec l'accent belge. Et donc justement, je trouve qu'ici, ce soir, il y a un double défi pour moi. Premièrement, il y a un défi au niveau du fond, parce qu'il paraît qu'il y a des élèves qui nous écoutent. Je ne sais pas exactement quel âge ils ont. Il y a beaucoup d'enseignants, mais au Québec, il y a des élèves. Et donc, sur le fond, j'ai essayé de cadrer ma présentation pour qu'elle soit compréhensible pour ces élèves, ces jeunes, ces adolescents. Mais la deuxième chose, il y a aussi un défi au niveau de la forme, parce qu'en plus du fond, il y a mon accent. Pour les Québécois, même pour les Français, c'est exotique. Alors pour les Québécois, je ne sais pas. Bref, donc il y a un défi ce soir. Donc, Bertrand Formet m'avait demandé il y a quelques mois d'inaugurer en fait cet événement Le Réfère en collaboration avec Laurence B. Et en particulier, on me demandait de traiter, pour ouvrir cet événement, de traiter des usages du numérique de ces jeunes. Une grande question à la mode. Donc l'objectif de la présentation ce soir, elle est de poser quelques grandes balises pour cadrer le débat autour de cette question usage du numérique et des jeunes. Et en particulier, je voudrais nuancer, apporter des nuances, pas battre en brèche, parce qu'il y a des choses qui sont vraies dans ce qu'on entend un peu partout dans les médias notamment, mais apporter des nuances dans ce discours généralisant et non contrôlé autour de ces jeunes qui seraient des génies du numérique. Et donc ma présentation, en fait, elle s'articule autour de deux axes. Elle va se dérouler en deux temps, comme je l'avais présenté dans mon introduction écrite que normalement les enseignants ont reçu, ceux qui travaillaient avec les élèves en tout cas, sur ces questions, ont reçu au Québec. La première partie, donc comme je l'ai dit, c'est cette volonté de nuancer le discours sur les jeunes comme une génération un peu à part,
qui seraient tous des génies du numérique ou des mutants grâce au numérique. On n'a plus en image, mais il y a un journal Sciences Humaines en France qui date de novembre 2013, qui appelait encore, sa première page, c'était la génération numérique des enfants mutants. Donc il y a cette idée-là, et donc je voudrais un peu nuancer cette idée en expliquant peut-être ce qu'on peut entendre par culture numérique, ce qu'on peut entendre en particulier par culture numérique des jeunes, et de voir qu'est-ce que ça implique en termes de compétences numériques. Hein, culture numérique n'est pas tout à fait égale à compétences numériques, et encore moins les compétences numériques qui sont prônées par l'institution scolaire. Donc on fera un peu le point là-dessus. Et puis le deuxième axe, c'est nuancer cette idée qui est liée à la précédente, ce discours sur ces jeunes comme une génération homogène. Hein, comme si cette jeunesse était homogène. Notamment en termes d'usage du numérique, mais aussi en termes donc de mode de vie, de sociabilité, et de montrer qu'à l'intérieur même de cette génération, eh bien, il y a des diversités dans les usages qui peuvent mener parfois à des inégalités, qu'on appelle inégalités numériques, sous le terme plus connu de fracture numérique, mais je n'aime pas beaucoup ce terme parce qu'il n'est pas nuancé, justement. Alors, quelques constats bien réels. C'est vrai, Laurence en a parlé, on ne peut pas nier. Le numérique a une place centrale dans la vie de nos jeunes, des adolescents et aussi jusqu'à 30 ans, et même des parents aussi. Mais donc c'est vrai qu'il y a un constat bien réel qui est l'immersion vraiment de ce numérique dans la vie des jeunes. Quelques chiffres comme ça qui ne vont pas vous étonner, mais donc pour introduire le débat, notamment pour les jeunes, je trouve ça toujours intéressant pour les élèves de partir sur des constats. C'est une étude en France qui a été réalisée il y a 2 ans, 3 ans maintenant, en 2011, le CREDOC. On voit bien qu'il y a 99% d'internautes chez les jeunes de 12-17 ans. C'est la génération 12-17 que j'ai sélectionnée ici. On voit qu'il y a 94% disposent d'une connexion Internet à la maison, 82% possèdent un téléphone mobile. La moyenne est 250 SMS envoyés par semaine. Alors c'était en 2011, mais 50% se connectaient déjà à Internet via leur smartphone. Donc maintenant, en 3 ans, ça a sûrement encore évolué. Et plus de la moitié des jeunes de 15 ans disent passer plus ou moins 3 heures par jour sur Internet. Au moins 3 heures, plus de 3 heures par jour sur Internet. Encore d'autres chiffres pour attester vraiment de cette omniprésence des écrans dans la vie de ces jeunes. 75% sont connectés à Internet tout en regardant la télévision. Hein. On entend souvent parler de cette génération multitâche. C'est vrai pour ceux qui ont des ados à la maison. Moi, j'en ai un. C'est vrai qu'il est toujours devant la télévision avec sa tablette. Il fait 2 choses à la fois. Alors, la question de la concentration là derrière peut être posée, mais c'est une réalité. Et quand même, près de 9 jeunes sur 10, toujours de la tranche 11-17 ans, affirment qu'il leur est difficile de se passer d'Internet au quotidien. On voit au niveau des réseaux sociaux, 93% des lycéens, en France les lycéens, c'est 15 ans et entre 15 et 18 ans, sont membres d'un réseau social. Et 98% d'entre eux ont un compte Facebook. Je n'ai pas le nombre pour Twitter, mais c'est clairement moins. Alors, quelques usages, les usages préférés des jeunes, sans surprise, mais toujours dans l'introduction du débat, on voit bien les réseaux sociaux pour les 12-17 ans occupent une place centrale, aussi pour les 18-29 ans, mais sans doute dans un peu moindre mesure. Puis après vient les films, les séries en streaming. Il y a aussi musique en streaming, puis films, séries, et puis en finale, jouer en réseau. Voilà les usages préférés des jeunes, donc on le sait, c'est une réalité, c'est un constat réel. Les jeunes sont des utilisateurs plus intensifs que les autres générations du numérique, et on sait bien que l'usage d'Internet s'inscrit surtout dans leur pratique quotidienne, hein, en particulier dans celle de leur temps libre, communication, sociabilité, consommation culturelle, consommation médiatique, voilà les usages qu'ils ont. Mais de ces constats qui sont bien réels, on arrive vite à des discours dont j'ai parlé dans l'introduction, généralisants, qui sont peu nuancés. J'en ai parlé dans l'introduction, on la présente comme la génération des digital natives, génération Y, comme une génération homogène,
qui ont un peu des spécificités nouvelles dans la manière dont ils pensent, dans la manière dont ils appréhendent le réel, grâce ou à cause du numérique, qu'ils auraient donc une maîtrise naturelle et innée de ces outils numériques, mais en tout cas qu'ils auraient une meilleure maîtrise de cet univers que les générations précédentes. Donc, ce stéréotype-là, cette idée de cette génération des digital natives est quand même encore bien présente, même si je ne suis pas la seule parmi les chercheurs en grande partie. Je ne suis pas la seule à travailler sur ces questions et les chercheurs s'attachent à travers des études scientifiques à montrer que la réalité est bien plus nuancée que ça. Mais ce discours est quand même encore fort prégnant dans la société. Alors, je pense que ce glissement un peu entre des constats qui sont réels de cette immersion des jeunes vers ces stéréotypes, on va dire, repose sur différentes confusions. Et j'ai retenu deux confusions qui sont fort courantes et qui sont importantes selon moi, qui forgent, si vous voulez, ces stéréotypes. La première confusion, c'est celle autour de ce qu'on entend derrière cet acronyme TIC. TIC, Technologie de l'information et de la communication. Qu'est-ce qu'on place derrière ça? Et c'est un peu flou, je vais y revenir. Et la deuxième confusion, c'est sans doute un amalgame entre la culture numérique, qu'est-ce que c'est la culture numérique et en particulier celle des jeunes, et les compétences numériques prônées notamment par l'institution scolaire, mais les institutions internationales aussi. Quand on regarde les définitions des compétences numériques par les conseils de l'Europe, c'est aussi une définition très similaire à celle de l'institution scolaire. Donc, en ce qui concerne l'acronyme TIC, si on prend la définition, c'est en fait des technologies de stockage, de traitement, de partage, de production de l'information dans les diverses sphères sociales d'activité donc de la société. On voit tout de suite, quand on prend cette définition, qu'en fait, il y a différentes facettes à ces technologies numériques. On peut en désigner au moins trois. C'est une notion à succès qui a donc des évidences trompeuses parce que c'est un peu un mot valise qui, en fait, peut à la fois désigner des objets, des supports technologiques, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones mobiles, les consoles de jeux. À la fois, c'est les services, ça concerne aussi les services et les applications qu'on a via ces supports, les plateformes de réseaux sociaux, les logiciels de traitement de texte, de formation, les plateformes de formation. Donc ça, on est au niveau des applications. Et puis, on peut aussi mettre derrière ce mot, cet acronyme, tous les types d'activités qu'on peut faire avec ces supports et avec ces applications. Donc, vous le savez bien, comme moi, donc communiquer, écouter de la musique, télécharger des vidéos, etc., etc. Donc, finalement, derrière ce mot TIC, technologie de l'information et communication, quand on parle même de manière encore plus générale du numérique au singulier, se cachent en fait des multitudes d'usages potentiels. On peut faire plein de choses différentes avec le numérique. Comme je l'ai dit, à partir de supports, d'applications et de services qui sont très différents, et dans des contextes et avec des objets divers. Et en plus, ça mobilise des compétences variées. Finalement, quel est le rapport entre quelqu'un, un jeune en particulier, qui sait, qui a la compétence pour poser une vidéo sur Facebook ou sur un autre réseau social de lui, et l'utilisation du tableur Excel qu'on peut utiliser en classe, par exemple. Voilà, quel est le lien? Et tous les deux, pour ces deux usages, on va parler du numérique et de l'usage de la technologie, de l'information et de la communication. Donc, ça, c'est, je pense, une première confusion courante. Il faut essayer de classifier un peu les choses. Alors, l'autre confusion courante qui fait que peut-être on arrive à des stéréotypes par rapport à la génération du numérique, c'est qu'est-ce qu'on entend par culture numérique? Est-ce que culture numérique est égale à compétences numériques? Et surtout les compétences numériques telles que définies par les institutions, comme je l'ai déjà dit, internationales et scolaires aussi, en Belgique, en France, sans doute au Québec. Je n'ai pas été vérifiée, mais sans doute au Québec. La culture numérique, c'est quoi? Là, je reprends une citation d'un sociologue canadien qui travaille beaucoup sur ces questions d'usage.
que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Serge Proux. La culture numérique, je lis la citation avant de l'expliquer, c'est donc l'ensemble des valeurs, des connaissances et des pratiques qui impliquent l'usage de ces outils numériques. Les pratiques de consommation médiatique, les pratiques culturelles en général, les pratiques de communication. Donc en fait, c'est quoi? La culture numérique, c'est une espèce d'habitude, une habitude qui consiste à savoir évoluer, à se débrouiller sans difficulté au sein d'un environnement peuplé d'objets numériques comme le sont les jeunes aujourd'hui. Ils sont nés avec ça, ils sont nés dans un environnement numérique et ils ont l'habitude de se mouvoir dans cet environnement numérique. Donc c'est le fait, en fait, d'avoir complètement intégré l'usage de ces technologies numériques dans ses valeurs et ses pratiques culturelles. Quand je parle de pratiques culturelles, je parle au sens large. Donc quand on parle de pratiques culturelles en sociologie, on peut l'entendre, c'est le mode, les styles de vie, les manières de penser, les manières de faire, donc dans la manière de vivre. Donc c'est une intégration du numérique, une familiarité au numérique. Et donc c'est pour ça qu'on dit que la culture juvénile pour les jeunes qui nous écoutent, c'est la culture des jeunes, est une culture qui est largement numérique, car effectivement, ils ont complètement intégré ces outils numériques dans les valeurs qu'ils partagent, et ces valeurs qui orientent leurs pratiques au quotidien. Alors, quelques grandes caractéristiques de cette culture numérique, c'est vrai que les outils numériques permettent un certain nombre de choses qui sont devenues des valeurs et des pratiques que les jeunes ont terriblement intégrées. C'est la question de l'immédiateté et de l'instantanéité. Hier, au journal télévisé de 20h, un journal français, même si on est en Belgique, on écoute beaucoup les journaux français, il y avait un petit reportage sur l'écriture à l'heure justement des SMS. On expliquait, donc il y avait un petit reportage où on expliquait que les jeunes, ils raccourcissaient leur manière, leur texto c'était un nouveau langage, parce qu'ils inventaient des nouveaux mots avec tous des raccourcis. Et alors on interviewait une jeune qui devait avoir 13-14 ans et qui disait, le journaliste lui demandait, mais pourquoi vous écrivez comme ça? Et alors elle répondait, parce qu'en fait, moi j'ai peur que l'autre attende, il faut que ce soit instantané, qu'elle ait le message instantanément. Donc, ils ont vraiment intégré, c'est devenu une valeur pour eux que l'autre, le père, le copain, doit avoir le message immédiatement, instantanément. Donc, la pratique qui est permise par le numérique est devenue une valeur qu'ils ont intégrée. Une autre caractéristique, c'est le réseautage. Ils sont en communication permanente. Les jeunes, sur les réseaux sociaux, ils sont en communication permanente. Il y a aussi une culture très forte maintenant de la participation. Ils se partagent, ils échangent des contenus culturels et même parfois ils coproduisent. Bon, ça, c'est encore quand même plus rare de coproduire des contenus culturels quand on est jeune, quoique avec les vidéos, ça se fait de plus en plus. Mais est-ce que ça implique pour autant qu'ils soient automatiquement compétents d'un point de vue numérique? Surtout, comme je l'ai dit, est-ce que ça implique qu'ils soient compétents numériquement comme défini par l'école? Alors, je prends la définition en France, donnée par l'Éducation nationale, pour définir les compétences numériques. C'est une formation, donc en France, ils ont des brevets et des certificats informatiques et Internet, ça s'appelle, qui visent à former au numérique, aux technologies de l'information. Et donc, qu'est-ce que ça vise, cette formation? Ça vise une utilisation raisonnée, il y a le mot raisonné dedans, d'éthique. Ça vise à ce que les étudiants perçoivent les possibilités et les limites des traitements informatisés. Ils doivent faire preuve d'esprit critique face aux résultats de ces traitements informatisés. Et donc, ils doivent aussi apprendre à identifier les contraintes juridiques et sociales dans lesquelles s'inscrivent ces utilisations. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils doivent comprendre, finalement, la manière dont fonctionne le web. Quand on voit la définition proposée par le Conseil de l'Europe, on se rend compte que c'est une définition parallèle, similaire. Il y a l'idée d'usage sûr et critique des technologies numériques, c'est ça, avoir des compétences numériques, pour obtenir, évaluer, stocker, produire, échanger de l'information. Et il y a aussi cette idée-là de participer à des réseaux de collaboration. Donc là, les compétences numériques, il y a une idée de participation, de compétences de participation. Bon. Quand on a lu ces définitions qui sont un peu lourdes, je vous l'accorde,
on peut identifier des caractéristiques de ces compétences numériques. On voit bien que ce qui est identifié dans les définitions que je viens de lire, ces compétences numériques-là, elles sont explicites. Elles sont explicites, elles sont très formalisées. Alors que, en fait, les compétences numériques issues de la culture numérique des adolescents, je n'ai jamais dit qu'il n'y en avait pas, mais elles sont informelles, elles sont tacites, elles ne sont pas clairement explicitées. On voit bien que dans les définitions que j'ai données, ce sont des compétences surtout d'information, informationnelles. Il faut savoir traiter l'information, la trouver, la traiter, la critiquer. Alors qu'on a vu, je l'expliquais, dans la culture numérique des jeunes, c'est surtout des compétences de type de communication, des compétences de type relationnel, social. Donc il y a chaque fois un hiatus, un décalage. On voit bien que dans la définition des compétences numériques officielles, qui est donnée officiellement, il y a cette idée de compétences critiques, de compétences réflexives qui est essentielle. Les compétences que les jeunes développent ou ont développées via leur culture, c'est plutôt des compétences de type pragmatique, des compétences critiques et réflexives, ça demande du temps, de la réflexion, ça peut pas se faire dans l'instantanéité, alors qu'eux, ils sont beaucoup dans l'instantanéité. Et comme on leur demande aussi dans la définition, finalement, de comprendre l'environnement du web, de comprendre le cadre juridique et social dans lequel se passent ces utilisations, il y a une idée aussi, dans les compétences numériques, d'avoir des compétences globales, générales, ce qui n'est généralement pas le cas des jeunes qui ont des compétences plus spécifiques et ciblées. Bref, ce que je voulais montrer à travers ce slide, c'est qu'on ne doit pas dire que les jeunes n'ont pas de compétences. Leur culture numérique, il me semble, implique qu'ils ont développé des compétences. Mais ce n'est pas celles généralement prônées, développées, valorisées par l'école et les autres instances officielles. Donc il y a une espèce de décalage entre ce qu'on veut apprendre à l'école au niveau du numérique et ce que les jeunes ont développé, qui sont des compétences plus implicites, plus bricolées. Et en fait, comme elles sont peu formalisées, elles sont peu reconnues et valorisées par cette institution scolaire. Mais c'est vrai que des évolutions existent, notamment cet événement aujourd'hui fait effectivement qu'il y a l'étude classe, par exemple, c'est typiquement une volonté de mélanger ses capacités, ses compétences de communication avec l'idée quand même de réfléchir autour de l'information qu'on va publier, donc de stimuler chez les élèves cette compétence critique, cette compétence réflexive autour de l'information, tout en la rendant communicable. Donc voilà, la culture numérique. Oui, donc ça c'était mon premier axe, excusez-moi, c'était mon premier axe d'intervention. Mon deuxième axe qui sera un peu plus court, c'était de parler, c'était d'un peu nuancer cette idée que c'est une génération homogène. C'est vrai, j'ai insisté beaucoup dans la première partie, la culture numérique commune des adolescents, ils ont une culture numérique commune, ils ont des traits communs, on ne peut pas le nier, on en a parlé. Mais ça n'implique pas pour autant, et on a parfois tendance à l'oublier, qu'ils ont tous des usages identiques, en termes de fréquence, de variété, d'usage, que tous les adolescents ont des usages avec des maîtrises qui sont identiques, homogènes, tout le monde n'utilise pas les services et les contenus en ligne de la même manière, et surtout, et c'est ça qui est très important, qui est la dimension selon moi la plus importante, c'est qu'ils ne savent pas tous tirer de la même manière les mêmes bénéfices, les mêmes résultats de ces usages, en termes d'intégration dans la société, en termes de réussite scolaire. Donc il y a des variétés d'usages, et il y a des variétés de conséquences qu'amènent ces usages. Et donc ces usages vont évoluer, vont varier en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction du milieu familial et social. Il y a beaucoup d'études
il y a beaucoup d'études il n'y a pas beaucoup, mais il y a certaines études en France, en Belgique. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur ces questions d'inégalité numérique, de différenciation numérique, qui réfléchissent à cela, qui essayent de mettre en évidence donc ces différences. Mais je vais, pour la suite de l'exposé, me référer à une étude française qui est récente et qui traite en particulier des différences dans le monde chez les adolescents. Parce que justement, c'est le public, je pense, qui est aujourd'hui présent. Et donc, je voulais d'abord montrer rapidement, donc c'est issu d'un article français. On voit bien, là, sur le graphique que vous avez à l'écran, que la diversité des usages est différente selon les âges. Plus ils sont âgés, on voit bien sur le graphique, plus ils ont des usages diversifiés. Là, on est juste dans la différence d'usage. Voilà, on se rend compte que le type d'usage augmente, le nombre d'usages et le nombre de sites consultés augmentent avec l'âge. Première chose. Mais ça, c'était juste des différences. Ça n'a aucune implication pratique. C'est juste des différences avec l'âge. Mais il y a des fois où ces différences se transforment en inégalité. Alors, je vais expliquer. Ça se transforme en inégalité lorsque ces différences dans les usages sont source de discrimination. Par exemple, ça se transforme en inégalité quand le fait de ne pas savoir utiliser tel ou tel réseau ou tel logiciel fait qu'on va moins bien réussir à l'école. Ça se transforme en inégalité si le fait qu'on ne soit pas sur un réseau social va faire qu'on a moins de copains et donc on s'intègre moins socialement. Là, il y a une conséquence à l'usage en termes d'inégalité sociale qui arrive. Je vais prendre l'exemple pour bien comprendre l'idée d'inégalité. Deux adolescents, un adolescent sait très bien maîtriser un jeu en ligne quelconque, et un autre, il ne sait pas du tout l'utiliser, mais il en utilise un autre. C'est juste une différence, il n'y a pas spécialement d'inégalité. Mais à partir du moment où il y en a un adolescent, il utilise très bien, il sait très bien maîtriser un jeu en ligne, et un autre qui, lui, n'utilise pas ce jeu en ligne, mais a une bonne maîtrise grâce à ses parents ou à ses enseignants, que sais-je, a une bonne maîtrise de la recherche de l'information par Internet, eh bien, lui, ça va créer une inégalité parce que ça va être rentable scolairement. Il va pouvoir, sans doute grâce à cette compétence que l'autre n'a pas, pouvoir réussir mieux à l'école. Donc, c'est là que ça crée une inégalité. Et donc, on peut voir trois niveaux d'inégalité numérique. C'est multidimensionnel, mais pour bien comprendre, il y a trois niveaux. Il y a d'abord un premier niveau au niveau de l'avoir, de la possession, le fait de posséder un support numérique ou pas. Maintenant, cette inégalité-là est en train quand même de fortement diminuer parce qu'on a de plus en plus accès à des supports numériques, bien sûr, mais c'était une inégalité très importante il y a 10-15 ans. Et le fait de bénéficier d'une connexion Internet de qualité ou pas, voilà une première forme d'inégalité. Une deuxième forme d'inégalité, c'est au niveau du savoir. Au niveau, le fait d'avoir beaucoup de compétences numériques ou peu de compétences numériques. Voilà une seconde inégalité. Et la troisième dimension qui, selon moi, est la plus importante, c'est au niveau du pouvoir. Et ça, j'en ai déjà parlé. C'est donc la capacité à savoir pouvoir utiliser ces technologies, à les mobiliser, en tirer profit pour une réussite professionnelle, personnelle, pour s'intégrer dans la société. Donc là, ça, c'est une inégalité fondamentale. C'est avec ces usages, quels bénéfices je vais en retirer pour m'intégrer dans la société au niveau scolaire, au niveau social, au niveau professionnel plus tard. Donc, c'est ça les inégalités. Et donc voilà, là il existe, cette étude a bien montré qu'il existe des inégalités numériques à l'intérieur même de la génération de ces jeunes qu'on qualifie toujours d'une jeunesse homogène. Bien non. Qu'est-ce qu'on voit? Je vois qu'il y a une coupure un peu à l'écran. C'est, par exemple, ici, c'est l'ancienneté de l'utilisation d'Internet selon l'âge et la profession des parents. Malheureusement, l'information la plus importante est coupée à l'écran. Les jeunes qui sont issus de parents cadres, les parents cadres, c'est ceux qui ont fait des études supérieures, l'université ou une haute école, on voit bien qu'ils ont été familiarisés tôt avec Internet.
Donc j'insistais sur le fait, effectivement, qu'il ne faut pas considérer cette génération jeune, comme les autres générations d'ailleurs, comme un tout homogène. Les jeunes, il y a des différences d'âge et des différences de genre aussi, j'en ai pas parlé dans les usages, j'en parlerai pas, mais ce que je voulais insister sur les différences au niveau au niveau social, ça veut dire que les jeunes issus de milieux plus modestes vivent souvent des inégalités numériques par rapport aux jeunes de milieux plus favorisés. Donc voilà un dernier graphique avant de conclure que je voulais vous montrer, qui montre qu'il y a quand même des différences dans les usages. Sur l'item faire des recherches sur Internet, donc selon l'âge et la profession des parents, qu'est-ce qu'on voit? La ligne bleue, ce sont toujours les jeunes issus de milieux favorisés, les jeunes dont les parents sont cadres. On voit bien qu'ils sont tout de suite plus nombreux et restent plus nombreux à avoir cette compétence, à savoir faire des recherches sur Internet. L'enquête ne nous dit pas si ces recherches sont efficaces, utiles, mais en tout cas, on voit bien qu'ils sont plus nombreux que les jeunes dont les parents sont ouvriers. Et ça, c'est vraiment typiquement un usage du numérique, un usage dont la compétence informationnelle est fondamentale pour l'école. Ça, c'est indéniable. Donc voilà, pour conclure, cette étude met bien en évidence, il y en a d'autres, il y a aussi des études américaines, une étude américaine en particulier qui le fait aussi, mais celle-ci est toute récente, elle date de fin 2012, qui montre que finalement derrière cette idée de génération de digital native au singulier, eh bien en fait cette génération est partagée entre une minorité, disons, grosso modo, de jeunes qui sont issus de familles favorisées, qui, eux, ont été familiarisés très tôt aux outils numériques. Pourquoi? Parce que les parents eux-mêmes ont très tôt eu des ordinateurs à la maison, parce qu'ils ont dû les utiliser dans le cadre de leur travail, et donc ils ont été familiarisés très tôt à ces outils. Ils ont rapidement utilisé quotidiennement ces outils. Ils adoptent, cette étude nous montre que ces jeunes-là adoptent des usages mixtes, diversifiés. Ils savent tant l'utiliser à des fins scolaires, pour communiquer, pour jouer, pour être créatifs. Hein. Et on montre aussi que ces jeunes de milieux favorisés sont les premiers à adopter les usages qu'on appelle émergents. Hein. En anglais, on dit les early adopters, excusez-moi de l'accent français. Mais donc ces usages émergents, ces usages innovants. Par exemple, c'était les premiers à être sur Facebook en 2008. C'est beaucoup de ces jeunes-là, de milieux favorisés, qui utilisent Google+ aujourd'hui, qui est un usage quand même qui reste émergent. Donc, ils possèdent une maîtrise plus importante de différents usages qui vont faire que ça va être plus rentable socialement pour eux. Le bénéfice qu'ils vont retirer de ces usages vont être plus importants que la majorité de jeunes qui sont peut-être issus d'une famille plus modeste et dont on a vu finalement qu'ils sont familiarisés plus tardivement aux technologies de l'information et de la communication parce que les parents n'avaient pas ça à la maison quand ils étaient plus jeunes. Ils utilisent de manière moins régulière, ils ont des usages moins diversifiés, c'est très fort focalisé sur le récréatif, sur le loisir, les usages scolaires sont moins nombreux et donc finalement ils ont des compétences, une maîtrise moins transversale, moins globale. Donc des différences existent qui peuvent créer ces inégalités, des inégalités sociales dues à ces différences d'usage. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que j'ai bien mis les quelques balises et que j'ai éclairci certaines de vos facettes, des facettes qui étaient floues pour vous. Merci beaucoup.